Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler de la gestion de l'escarre septique en périopératoire. Je vais un peu déborder, je vais parler aussi des lambeaux parce que c'est ce qu'on fait quand même pas mal et ça viendra en complément de ce que dira le docteur Chaussard après. Alors, ça commence par des cas cliniques, donc je suis désolée pour les photos qui ne sont pas toujours très belles, mais voilà. Dans notre activité, on a beaucoup de gens qui nous appellent des urgences pour des escarres parce qu'on est quand même assez reconnu en région parisienne pour la gestion des escarres chez les patients blessés médulaires. Donc là, on a un monsieur, 45 ans, paraplégique depuis quelques années, qui arrive aux urgences à la demande de son infirmière qui s'occupait de son escarre à la maison. Il vient parce qu'il a de la fièvre à 39, il la tolère plutôt bien, et son escarre s'est aggravé assez brutalement avec un placard érythémateux qu'on voit. On voit le placard érythémateux avec une grosse plaque de nécrose. Il y a une majoration des écoulements et une odeur vraiment nauséabonde. Donc le patient vient aux urgences. Aux urgences, ils font un bilan biologique avec des hémocultures, un écouvillon de la plaie et un scanner de la hanche. Donc après le topo qu'on vient d'avoir, c'est sûr que l'écouvillon de la plaie, vous imaginez bien qu'il n'y a pas vraiment de place. Mais effectivement, aux urgences, on est souvent appelé parce qu'il y a eu un écouvillon qui a été fait au niveau de la zone de nécrose. C'est un peu redondant, mais quelle est la corrélation microbiologique entre les écouvillons superficiels et les prélèvements profonds qu'on pourrait faire au bloc opératoire? Dans la littérature, on retrouve une corrélation de moins de 20%. Donc c'est vraiment très très faible et ça n'a vraiment pas de place dans la prise en charge des escarres septiques. On ne fait pas d'écouvillons superficiels. Dans cette étude, il y en a plusieurs des études, mais j'ai pris que celle-là, qui reprenaient 116 patients sur lesquels ils ont fait des prélèvements superficiels et après au bloc opératoire des prélèvements profonds. Et on a une corrélation de 22%. Donc on n'a vraiment pas d'indication à faire un écouvillon superficiel, puisque si on fait un écouvillon superficiel, le risque, c'est qu'on commence un traitement antibiotique qui serait inadapté, et donc ce serait trop d'antibiotiques pour ces patients qui sont déjà très sollicités sur le plan microbiologique. Donc en préopératoire, on ne fait jamais d'écouvillon superficiel, jamais, que ce soit la nécrose, un écoulement. Il faut vraiment dire aux internes et aux médecins des urgences d'éviter à tout prix de faire les écouvillons. On va utiliser principalement les biopsies osseuses ou les prélèvements de pus profonds qui sont faits en milieu stérile, mais c'est vraiment quand c'est fait au bloc opératoire. Donc ce monsieur, une fois qu'il a eu tout ça, on va discuter aussi du scanner de la hanche. Est-ce qu'il y a vraiment une place de l'imagerie chez ce patient qui a une dermohypodermite avérée, qui est plutôt pas trop mal? Finalement, il a 39, mais il est pas trop mal sur le plan clinique. L'imagerie dans l'escarre qui est septique, ça a vraiment un rôle pour d'élimination des complications graves, notamment la gangrène de Fournier dont on va parler tout à l'heure, de l'arthrite de hanche principalement, des abcès, d'une fistulisation soit avec les voies urinaires, soit avec les voies digestives. Et parfois, ça nous permet de mieux comprendre l'anatomie des patients qui peuvent être quand même un peu modifiés avec de multiples chirurgies. Donc, c'est plutôt pour nous éclairer. Par contre, ce ne sera pas une erreur de faire un scanner. Là, il y a une indication à le faire parce qu'effectivement, l'escarre est vraiment quand même très sale et on a envie de vérifier qu'il n'y a pas une arthrite de hanche. Et dans les recommandations de la prise en charge des escarres, ça reste recommandé de faire une imagerie, principalement un scanner, parfois une IRM. Après, c'est pas une faute non plus de ne pas le faire. C'est vraiment, ça se discute et le but, c'est d'éliminer les complications. Donc, ce monsieur, comme prévu, au scanner, on retrouve une ostéite. Les écouvillons superficiels retrouvent un pseudomonas dont on va discuter. Les hémocultures sont négatives. Il est toujours fébrile, mais il n'a pas de signe de choc. Et l'interne des urgences vous appelle parce que là, vraiment, pour lui, il faut commencer des antibiotiques, mais il ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il faut commencer pipetazo pour couvrir le pio? Est-ce que de l'augmentin, ça va suffire? Est-ce qu'on fait mérodapto parce qu'on se dit que dans cette population où on sait qu'il y a à peu près 40% de colonisation à des germes BMR, il faut vraiment avoir un spectre très large? Ou est-ce qu'on est un peu joueur, on met pas de traitement antibiotique? Donc, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment un traitement par augmentin. Donc on fait une posologie plutôt adaptée avec 6 grammes d'amox total, une posologie avec une forte dose, mais sur une durée relativement courte. Et l'objectif, c'est vraiment de traiter la dermohypodermite qui est associée, avec l'érythème tout autour, mais pas de traiter l'escarre, puisque là, comme vous avez vu tout à l'heure, la prise en charge de l'escarre, ce sera vraiment chirurgical. Couvrir le pio, ça n'a pas d'intérêt, parce que trouver du pio sur de la nécrose, c'est assez classique, et on ne va pas en faire grand-chose. Mais Rodapto, on sait que dans une étude qu'on a faite rétrospective à Garches, on sait que finalement, les patients sont rarement infectés. Enfin, l'augmentin, ça suffit dans plus de la moitié des cas. Donc, on n'a pas vraiment d'intérêt à mettre Mérodapto chez des patients colonisés en l'absence de signes de choc clinique. Et pas de traitement antibiotique, ça semble un petit peu audacieux quand même
chez ce patient avec la dermohypodermite qui est associée. Le plus important, bien sûr, ça va être l'appel du chirurgien. Alors, c'est n'importe quel chirurgien qui peut faire ça. C'est retirer la plaque de nécrose, nettoyer au mieux l'os. Et vu la taille de la plaie, on ne pourra pas faire de couverture d'emblée, d'autant plus que le patient est sceptique, qu'il est fébrile et qu'on sait qu'il y a un fort risque d'échec si jamais on prend en charge les patients dans cette situation-là. Donc bon, là, il a changé de couleur, on a changé de patient, mais en gros, ça c'est une escarre qui a été réséquée, qui a été prise en charge au bloc et qui s'est franchement améliorée sur le plan local. Votre microbiologiste vous appelle parce que les prélèvements qui ont été faits au bloc opératoire sont positifs à vraiment beaucoup de micro-organismes. Est-ce qu'il faut adapter le traitement? Là, il est toujours sous Amox et Augmentin, votre patient. Est-ce qu'on met un traitement plus spécifique? Nous, notre réponse, c'est plutôt non. On ne va pas adapter d'antibiothérapie, on va juste traiter la dermohypodermite 7 jours, mais on n'adaptera pas parce que la plaie reste ouverte et que dans toute façon, on n'arrivera jamais à avoir une plaie stérile. Donc, à partir du moment où l'os est toujours à l'air et qu'il y a toujours un contact osseux, ça ne sert à rien d'essayer de traiter cette ostéite, parce que ce qui va traiter ça, ça va être finalement une couverture par un lambeau. La gestion de l'escarre septique en post-op, après, c'est assez classique, et ça, je pense que tout le monde connaît bien. On va faire la cicatrisation dirigée, discuter bien sûr la thérapie par pression négative, et limiter tous les facteurs de risque de récidive qui sont vraiment gérés par les MPR, avec la renutrition, la gestion des excrétas, limitation de la station excise. Tout ça, on en a déjà parlé. Et à distance, on va discuter de la réalisation d'un lambeau musculo-cutané, dont je vais parler un petit peu ici. Nous, on avait fait une étude rétrospective sur une cohorte qui allait de 2016 à 2020 sur nos patients qui avaient été pris en charge pour des lambeaux musculo-cutanés. Et on avait discuté plutôt de quelle était l'évolution des patients à 1 an de la chirurgie, avec comme objectif principal, c'était vraiment de voir si jamais il y avait beaucoup de récidives en fonction du temps d'antibiothérapie. Je passe parce qu'on est un peu rapide, mais le critère principal, c'était l'échec, avec des unions, reprises chirurgicales, des signes locaux d'inflammation, un sepsis, une antibiothérapie additionnelle. Et ce qu'on retrouvait, c'est que finalement, chez les patients, on a quand même une très grosse cohorte, parce que 415 patients, c'est quand même très gros. Et ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait un succès qui était quand même comparable à la littérature. On avait un succès à 1 an de 70%. Chez les patients, microbiologiquement, on retrouvait quasiment tout le temps plusieurs germes, du SARM et des BLSE dans 20% des cas. Chez des patients qui étaient quand même déjà bien colonisés habituellement. Et notre traitement, ce qui ressortait un petit peu, ce qui est différent de ce qui est fait habituellement, c'est que ce qu'on proposait en post-opératoire directement, c'était de mettre Amox et Augmentin. Et ça, on le faisait pour une durée de 5 jours, en adaptant secondairement au prélèvement. Donc l'adaptation avait lieu à peu près à J3. Et on essayait de mettre une antibiothérapie avec une bonne pénétration osseuse et avec une bonne dose. Et dans plus de la moitié des cas, l'antibiothérapie par Amox et Augmentin était suffisante, avec donc un taux de succès à 70%, ce qui était quand même pas mal chez des patients qui avaient déjà été souvent multi-opérés et qui sont des patients lourds. Donc, ce qu'on avait prouvé avec ce qu'on avait retrouvé en tout cas, c'est qu'il n'y avait pas d'impact d'une durée raccourcie de l'antibiothérapie. Et après, c'est ce que disait Aurélien, c'est quelle est la place vraiment de l'antibiothérapie dans l'escarre qui va être traité chirurgicalement avec une couverture musculo-cutanée. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de laisser des antibiotiques? Et contrairement à ce qu'on pouvait penser, il n'y avait pas d'impact de la présence de BMR sur le choix des antibiotiques. Finalement, quand même, plus de 50% des gens qui guérissaient et qui ne s'aggravaient pas sous Augmentin, c'était quand même assez satisfaisant. Ça, c'était, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas trop les lambeaux, une escarre après une renutrition et une mise à plat de tous les facteurs de risque. Et puis après, la couverture musculo-cutanée qui est faite par le docteur Chaussard, dont elle va nous parler tout à l'heure. Après, quand proposer un lambeau, alors le lambeau, on le propose vraiment à distance de la phase aiguë de l'escarre. Là, on a un recueil, actuellement on recueille tous nos patients en prospectif, et ce qu'on voit, c'est que la CRP et l'inflammation biologique, c'est un vrai risque d'échec. Donc on essaye d'éviter d'opérer les patients avec un syndrome inflammatoire, et notamment, là j'ai mis une CRP à 80, mais c'est à peu près ce qu'on retrouve. Une CRP supérieure à 80, on sait qu'il y a quasiment 100% d'échecs de lambeau, donc on essaye d'éviter cette situation, on prépare bien les patients pour qu'ils puissent avoir ce lambeau. Après, la durée des traitements antibiotiques, donc chez monsieur M qui avait une dermohypodermite, on fait un traitement de 7 jours, comme toutes les dermohypodermites. Après, en post-lambeau, on fait vraiment 5 jours. Et après, on adapte l'antibiothérapie, donc certains patients vont avoir 3 jours d'Augmentin, puis après du Bactrim pour 5 jours de plus pour cibler les germes qui ont été retrouvés.
en post-op. Et pour l'arthrite septique et la résection tête-colle, en l'absence de matériel bien sûr, on fait 6 semaines de traitement. Donc ça c'est vraiment des délais pour l'instant qu'on n'a pas essayé de réduire. Et dans tous les cas, on essaye d'avoir une adaptation secondaire au prélèvement post-op. Donc le message qu'il faut retenir, c'est vraiment pas de prélèvement superficiel, pas d'écouvillon, on évite toute donnée microbiologique aux urgences, ça n'a pas d'intérêt. L'antibiothérapie probabiliste, c'est uniquement s'il y a un sepsis, s'il y a une dermohypodermite, mais finalement une escarre qui est pas fébrile, qui est juste pas très belle, on n'a pas vraiment intérêt à mettre d'antibiothérapie. Que bien sûr les antibiotiques, c'est pas ça le traitement de l'escarre. Que le traitement de l'escarre, c'est vraiment la chirurgie et qu'on peut adapter la durée de traitement, 5 jours per os, pour les patients qui vont avoir un limbo musculo-cutané, et que l'antibiothérapie prolongée, ce sera uniquement s'il y a une arthrite septique ou s'il y a une résection tête-colle, et jamais de limbo en urgence. Là, j'ai un tableau un petit peu pour récapituler tout ça, et pour voir qu'en fonction de la colonisation, oui ou non, et si les patients sont septiques, alors on adaptera les antibiotiques. Si jamais ils sont connus colonisés, on les mettra sous PNM, minosine, dapto, et pipetazole si jamais ils ne sont pas connus colonisés. Après, ça se discute en fonction des équipes. Et la détertion chirurgicale, c'est vraiment ça la clé de la prise en charge de ces escarres-là. Voilà.